Au sommet de ce journal, Journée mondiale du tourisme, Abidjan accueille les festivités de la 41e édition. Une plateforme des parties prenantes pour réfléchir aux solutions pour faire du tourisme un levier de croissance inclusive. Les ministres en charge de l'élevage se rencontrent à Abidjan pour parler des maladies qui menacent la santé animale de la sous-région africaine en vue de trouver des solutions. Et puis, en intelligence économique, nous parlerons de la libération de l'héritière du géant de télécommunications Huawei. Bienvenue Madame, Monsieur. À présent, le journal sur Business 24 Africa. Nous ouvrons cette édition en parlant du secteur touristique. L'édition 2021 de la Journée mondiale du tourisme se déroule depuis ce lundi 27 septembre en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité et de fraternité. La rencontre qui se tient principalement à Abidjan est une plateforme pour réfléchir aux solutions pour faire du tourisme un levier de croissance inclusive. Ce rendez-vous des acteurs touristiques venus du monde entier se présente comme une opportunité pour faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Richard Akeke. La journée mondiale du tourisme, c'est avant tout un moment de retrouvailles, de festivités et de spectacles. Le Ballet national de Côte d'Ivoire souhaite Aquaba à toutes les délégations étrangères présentes en Côte d'Ivoire pour l'occasion. Des pas de danse issus du patrimoine artistique ivoirien, savamment exécutés sous la direction d'un fils du terroir, le célèbre chorégraphe Georges Momboy. Cet événement historique, le premier du genre en Afrique francophone, est l'occasion de faire le bilan du secteur d'activité dans le monde. Ces 2 dernières années, le tourisme mondial a été frappé de plein fouet par la pandémie de la Covid-19. La chute de 75% des voyageurs internationaux en 2020 a occasionné de pertes financières considérables pour l'industrie touristique. Une perte qui se chiffre à 4 000 milliards de dollars américains. Les nombreuses variantes du virus rendent difficile la reprise des activités malgré la lueur d'espoir qu'offre le vaccin. 128 pays qui totalisent aussi bien en présentiel 1500 participants et 3500 participants en distanciel. Le temps de cette rencontre, la Côte d'Ivoire est devenue le centre d'intérêt du tourisme mondial. D'ailleurs, depuis la crise pandémique, force est de constater que cette rencontre d'Abidjan donne l'occasion d'être la plus importante en période post-Covid de notre organisation commune et qui signe désormais la véritable relance du secteur touristique au plan mondial. L'histoire retiendra que c'est à partir d'Abidjan qu'à l'occasion de cette grave crise sanitaire, le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan avec un changement de paradigme axé sur une plus forte digitalisation mettant en exergue un tourisme durable à visage humain. Malgré les péripéties, le tourisme demeure un secteur important avec de nombreuses opportunités. Un secteur créateur de richesses et d'emplois pour les jeunes. D'où la thématique de cette édition 2021. Le tourisme, levier de croissance inclusive. Plus que jamais, le tourisme doit être durable, plus qu'il ne l'est actuellement avec des retombées sur les populations, même les plus rurales. Le tourisme est ce levier incroyable que nous avons entre les mains pour changer le destin de nos pays, permettre l'inclusion de notre jeunesse, de nos femmes et de nos régions, mais aussi pour changer collectivement le destin de notre planète, en mettant en pratique ces nouveaux modèles d'un tourisme plus équitable et durable, plus positif et inclusif. L'édition 2021 de la Journée mondiale du tourisme a réuni des délégations des 158 pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme,
1500 participants et des milliers d'autres en mode virtuel. Pendant 2 jours, tous ces acteurs pourront découvrir la Côte d'Ivoire, une terre d'accueil, d'hospitalité et de fraternité. Un séjour touristique allant des balades lagunaires à la découverte du patrimoine gastronomique, culturel et artistique du pays de l'éléphant, la Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à la santé animale, la peste aviaire et porcine, la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine. C'est autant de maladies, sinon plus, qui menacent la santé animale de la sous-région africaine. C'est aux fins de trouver des solutions à ces maux que les ministres en charge de l'élevage de la CEDEAO tiennent à compter de ce jour jusqu'au 28 septembre 2021 une réunion de validation des documents stratégiques préparés en avance par un comité d'experts en santé animale. Le top départ de cette rencontre de haut niveau a été donné par le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Issa Badini et Tima Traoré nous font le point. La réunion de ce jour, constituée des ministres en charge de l'élevage, est organisée pour valider les documents stratégiques développés par le comité régional santé animale CRSA de la CEDEAO, revus et corrigés, recommandés par le comité régional vétérinaire. En ouvrant la réunion ministérielle ce matin, le ministre Sidi Temoko Touré et ses pairs de la CEDEAO veulent aller en guerre contre la peste aviaire et porcine, la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine et autres ces maladies qui menacent le cheptel ouest-africain et partant mettent à mal les efforts de la région dans le développement économique et social. La zone ouest-africaine est composée de près de 350 millions de bovins, autant d'ovins que de volailles. Et c'est essentiellement un portefeuille important en matière d'enrichissement de nos différentes populations. C'est la source principale de richesse de nos différentes populations dans la sous-région. Mais malheureusement, ce cheptel fait l'objet de différentes maladies qui passent de frontière en frontière. Et vous savez, récemment, la Côte d'Ivoire a connu la grippe aviaire que nous sommes en train de combattre. Et nous avons un comité régional, ministériel, dont la mission est de mener la réflexion récurrente et régulière sur ces différentes situations de zoonose. La réunion d'Abidjan se tient à la suite de celle des experts et nous avons sur la table 2 règlements d'exécution concernant la formalisation du cadre du mécanisme institutionnel de gestion de ces crises, mais également concernant la mise en place d'un guichet de fonds d'urgence. 320 millions de têtes de bovins, 160 millions de petits ruminants, 60 millions d'ânes et de chameaux. L'élevage, selon les sources de la CEDEAO, constitue le premier bien économique échangé dans l'espace économique ouest-africain avec plus de 500 millions de dollars américains par an entre les pays du Sahel et les pays côtiers. Un boom économique qui peut être réduit à néant par ces nombreuses maladies, d'où l'action des ministres des 15 pays membres. Poursuivons cette édition en parlant d'architecture. Après 5 ans de formation à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme en abrégé, EAMO, les étudiants des promotions de 2020 et de 2021 reçoivent leur diplôme. C'était le week-end dernier à l'école d'architecture d'Abidjan. Daniel Kodjo et Tima Traoré y ont pris part. Ils sont au nombre de 38 diplômés de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO du Togo. 15 appartiennent à la promotion 2020, tandis que les 23 autres sont de la promotion 2021. Ces étudiants reçoivent des présentoirs en guise d'encouragement, une distinction qui vaut le coup. Donc après 5 années aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que nous sentons prêts à embrasser cette carrière d'architecture. Les étudiants des promotions 2020 et 2021 de l'EAMO se disent aptes à réagir positivement face aux besoins du marché. Ils sont soutenus par des professionnels du métier pour qui c'est une fierté de les savoir prêts à démarrer la profession d'architecture et d'urbaniste. Pour cette remise, ça représente une fierté pour le ministère de l'Enseignement supérieur.
Voici pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le ministre porte du prix à cette cérémonie. Nous avons envoyé des étudiants en formation. Ils ont fini leur formation avec fierté. Le rapport que nous avons, quand ils viennent, c'est bien de reconnaître cela. Nous voudrons donc les encourager et les orienter, les exhorter à pouvoir tenir bon et pouvoir mettre en pratique tout ce qu'ils ont reçu comme formation à l'école pour que cela fasse du bien à la population. L'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, basée à Lomé au Togo, est une institution inter-État d'enseignement supérieur et de recherche. Elle fut fondée par une résolution du sommet des chefs d'État de l'OCAM en 1975 à la suite d'une étude de l'UNESCO sur la nécessité effective d'une institution de formation en architecture et urbanisme au bénéfice des États africains en pleine croissance urbaine. Une page d'intelligence économique dans ce journal. Depuis le samedi, la directrice financière du géant chinois de la télécommunication Huawei est libre. Meng Wanzhou, l'héritière de Huawei, assignée en résidence depuis 3 ans au Canada, a été finalement libérée. La demande d'extradition réclamée par la justice américaine définitivement abandonnée. Décryptage de cette libération sur fond de guerre commerciale en Occident menée par les Américains et la Chine. Nos reporters ont recueilli quelques avis. C'est la numéro 2 du géant chinois des télécommunications Huawei. Le samedi 25 septembre, Meng Wanzhou a été libérée après 3 ans de détention au Canada. Elle a été accueillie en héroïne ce week-end en Chine. L'héritière de Huawei, on s'en souvient, avait été arrêtée à l'aéroport de Vancouver à la demande des États-Unis qui voulaient la juger pour fraude bancaire. Une arrestation qui a vite créé une bataille diplomatique entre Pékin et Washington. C'était une belle affaire qui nous montre un peu les relations d'influence entre les nations, c'est-à-dire entre les grandes nations. Cette affaire est liée simplement au déploiement de la 5G. Et vous savez que la 5G, c'est Huawei qui est en train de prendre le pas. Et donc, c'était un moyen pour les États-Unis de mettre un frein à cette hégémonie que l'économie chinoise est en train de prendre sur la deuxième puissance économique mondiale. Donc, il s'agit en fait de stopper une hégémonie qui commençait à déranger et les Européens et les Américains. Tout après Barack Obama, on a vu le président américain Donald Trump qui avait mené des actions vindicatives et très rigoureuses contre la Chine et qui avait mené une guerre commerciale très importante et très visible contre la Chine. Donc il demandait à ce niveau-là, qu'il voulait faire de Meng Wanzhou vraiment, j'ai envie de dire, un moyen de discussion parce qu'il était tout le temps en discussion avec la Chine et donc c'était un moyen pour lui et donc il ne pensait pas et il ne voulait pas véritablement la libération de trucs. Mais avec l'arrivée de Joe Biden, qui est un modéré, plus ou moins présenté comme un modéré vis-à-vis de la Chine, évidemment, je pense que l'arrivée le changement de président à Washington, qui s'est opéré par l'arrivée de Joe Biden, ça a créé un peu, j'ai envie de dire, un vent de réconciliation entre Pékin et Washington. L'affaire Meng Wanzhou révèle au moins une chose, la guerre commerciale entre Washington et Pékin fait rage. Quand cette affaire a commencé, la Chine aussi a réagi immédiatement en arrêtant 2 Canadiens. Et donc, ça, vous savez, entre les nations font des accords, mais les nations n'ont pas d'amis. Donc, il y a eu certainement en sourdine des échanges et les nations se sont entendues. C'est-à-dire qu'il y a eu une entente tripartite, États-Unis, Canada, Chine. Évidemment, c'est une bonne chose, c'est une bonne situation et je pense que ça va participer à la décrispation un peu de l'environnement économique parce qu'on voyait tout le temps une véritable guerre économique, un véritable affrontement économique entre Washington et Pékin et ça n'arrange pas les affaires, ça n'arrange pas l'environnement financier, l'environnement économique des affaires du point de vue mondial. Malgré les récentes tentatives de rapprochement et d'apaisement entre les présidents américains et chinois, la guerre commerciale enclenchée sous Donald Trump a encore de beaux jours devant elle. L'ONG Entendez Education, Health and Environment a procédé en fin de semaine dernière au lancement de ses activités, occasion pour les responsables de l'organisation non gouvernementale d'afficher leur ambition à apporter un mieux-être dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection de l'environnement. Elle est toute nouvelle dans la sphère des organisations de la société civile. Son nom est l'ONG Entendez
Education, Health and Environment. Portée sur les fonds baptismaux ce week-end à Abidjan, sa présidente Dr Conan et son bureau exécutif ont tenu à afficher leur ambition, celle de mener des actions fortes dans les domaines de l'éducation, la santé et la protection de l'environnement. Nous sommes une structure, une ONG qui œuvre dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Donc la protection de l'environnement. Voilà notre mode d'action. Notre mode d'action, c'est essentiellement le lobbying et le plaidoyer auprès des décideurs et des autorités en vue d'améliorer ces secteurs. Nous avons également un rôle d'accompagnement de ces autorités dans la mise en œuvre des plans d'action et de tous les projets. Les enjeux de l'éducation, la santé et la protection de l'environnement, domaine de prédilection de l'ONG EE, ont été présentés au cours de la conférence qui a meublé la cérémonie de lancement. On a compris ensemble que la société civile est un espace d'action citoyen où tous les Ivoiriens ou tous les acteurs désireux de défendre les idéaux pour la masse, ou du moins pour lutter pour les inégalités dans la société, sont amenés à se réunir pour faire des plaidoyers. Plusieurs invités ont été les témoins du lancement des activités de l'ONG EE. Ils saluent l'initiative. Je suis là aujourd'hui pour soutenir nos étudiants, les étudiants en pharmacie, des étudiants scientifiques, des étudiants de tous bords qui ont décidé d'améliorer l'environnement, les conditions d'éducation et de nos populations. C'est formidable. Désormais en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les domaines de l'éducation, la santé et l'environnement, il faudra compter avec l'ONG EE, Education, Health and Environment. C'était un reportage signé Emmanuel Bonzo et Augustin Kra. Orientons-nous à présent vers la discipline sportive. Les marathoniens de la capitale économique de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous le week-end dernier dans la commune de Port-Boué pour célébrer la première édition du Beach Marathon. Cet événement de sport et de santé créé et promu par l'agence Émergence vise à créer un réflexe pour le sport sur les plages pour une hygiène de vie et faire du littoral des espaces ludiques et de divertissement. Pierre Tebeu et Marie Sussiri. Le temps d'un week-end sportif et touristique, ils se sont laissés embarquer par les atouts de la plage de Port-Boué pour un marathon sur une distance de 10 km, le Marathon Beach 2021. Ce sont ces nombreux coureurs, jeunes, adultes, femmes. Ils sont venus non seulement pour la passion du sport qu'ils ont, mais aussi pour découvrir la beauté de la plage de Port-Boué. À l'arrivée, de la détente, du rafraîchissement, des gadgets, mais aussi du fitness pour garder la forme. L'idée de ce Marathon Beach vient de cette dame qui voulait aussi faire passer un message, celui de rendre à nos plages leur saine beauté. J'allais dire ceci, c'est le 30 septembre, c'est la journée mondiale de la mer, décrétée par l'ONU. Alors nous avons saisi l'occasion pour créer le concept du Beach Marathon qui consiste à courir et à marcher sur la plage. Donc faire du sport sur la plage pour les bienfaits et pour la santé. Ce Marathon Beach a une particularité pour les marathoniens qui ont reconnu là la difficulté de courir sur du sable, même pour les habitués. Parce que je pratique la course à pied depuis 14 ans, donc j'ai pratiqué beaucoup de courses. Et dès qu'il y a une compétition en Côte d'Ivoire, comme il n'y en a pas beaucoup, j'en profite. C'est un moment très convivial. C'est très dur parce qu'il fait chaud et tout, surtout dans le sable, mais voilà, c'est un moment convivial et dès qu'il y a une possibilité, je participe. Oui, il faut dire que ce marathon est plus difficile. Voilà, plus difficile que le marathon sur piste, sur goudron, parce qu'on a un obstacle naturel qui est là, le sable. La première édition de Beach Marathon a drainé plus de curieux qui ont pris du plaisir à y participer. Pour une première édition, c'est intéressant, c'est parfait. Bon, ça donne le courage aux gens de pratiquer le sport en tout cas et de respecter aussi l'environnement. Je leur donne rendez-vous l'année prochaine, tout simplement. J'espère qu'ils ont pris du plaisir autant que j'ai pris moi-même. Et j'encourage aussi ceux qui ont organisé le marathon. Merci d'avoir fait.
La diversité des activités de cet événement a contribué à procurer des bienfaits corporels pour une bonne santé. Rendez-vous est pris pour la 2e édition du Beach Marathon l'année prochaine. C'est officiel, Patrice Rumac est candidat pour être président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Après avoir fait acte de candidature, il a organisé une conférence de presse pour présenter son équipe de campagne et ses ambitions. C'était dans la commune de Koumassi en présence de nos reporters Philippe Zabo et Tima Traoré. Unissons nos forces pour l'excellence. C'est le slogan de campagne de Patrice Rumac. Il l'a dévoilé au cours d'une conférence de presse où il a présenté son staff de campagne et ses idées pour redynamiser la Fédération ivoirienne de taekwondo. Cette campagne sera axée sur 3 principaux points: le pari de l'excellence, l'ouverture vers les autres disciplines et le pont entre les générations passées et le présent. Il a aussi dressé le profil du futur président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. La présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo, avec toutes ses responsabilités et surtout ses obligations, demande une personnalité totalement dévouée, une disponibilité permanente pour la cause et une dévotion quasi religieuse aux valeurs et aux principes de l'excellence dans un contexte sportif très compétitif. Pour faire le pont entre les générations passées et présentes, Patrice Rumac a choisi 2 directeurs de campagne issus de chaque tranche d'âge. Sûrs de sa valeur et de son expérience, ils nous disent pourquoi voter pour leur champion. Le présent, c'est que nous avons une valeur sûre au niveau du taekwondo, qui a toute l'expérience, qui a toutes les compétences. Ce n'est pas dans ce taekwondo que nous avons grandi. Aujourd'hui, il est question d'avoir le candidat le plus compétent, qui a plus de crédibilité. On a quelqu'un qui a représenté la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le taekwondo est un art martial venu de Corée. C'est une manière d'entraîner son esprit, d'atteindre la maîtrise de soi par des mouvements de combat. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.